Le jour où j'ai enterré ma femme, je pensais connaître chaque centimètre de son âme. Je m'appelle Marcel, j'ai 81 ans, et ce que j'ai découvert 3 semaines après ses funérailles a remis en question chaque souvenir que je croyais avoir. Nous avions été mariés 52 ans. Pas 50 ans ronds comme dans les contes, mais 52 ans, avec leurs imperfections, leur silence du soir, leur matin où le café refroidissait parce qu'on n'avait pas grand-chose à se dire. Lucette et moi, on s'était connus à Clermont-Ferrand en 1969, lors d'un bal de quartier où elle portait une robe bleu ciel que sa mère avait cousue pour elle. Elle riait trop fort, elle parlait avec les mains, et moi j'étais timide comme une souris dans une cathédrale. Je ne sais toujours pas ce qu'elle m'avait trouvé, à vrai dire. On s'est mariés 18 mois plus tard, en mars 1971, dans une petite église froide que le chauffage n'avait pas réussi à réchauffer malgré les efforts du sacristain. Ma belle-mère pleurait dès le début de la cérémonie, pas de bonheur je crois, mais parce qu'elle avait peur pour sa fille. Lucette, elle, ne pleurait jamais. Pas le jour du mariage, pas le jour où on a appris qu'on ne pourrait probablement pas avoir d'enfant, pas même le jour où mon père est mort d'un infarctus sur le bord de la route nationale, à 61 ans. Elle tenait les choses. C'était sa façon d'être. On a adopté notre fils, Thierry, en 1976. Il avait 9 mois quand il est arrivé dans notre appartement de la rue des Lilas, enveloppé dans une couverture jaune que la travailleuse sociale tenait avec une précaution qui me semblait presque exagérée, comme si elle portait quelque chose de fragile. Lucette l'a pris dans ses bras sans un mot, sans une larme, et je l'ai vu fermer les yeux pendant peut-être 10 secondes. C'était sa façon de remercier, à elle. Pas les grandes déclarations, pas les effusions. Les yeux fermés, les 10 secondes de silence, et puis la vie qui reprenait. On a élevé Thierry dans une maison de Vichy qu'on avait achetée avec nos économies de 10 ans, une maison étroite avec un jardin derrière qu'on n'arrivait jamais à tenir vraiment propre, parce que Lucette n'aimait pas jardiner et que moi je n'avais pas le temps entre mon travail d'électricien et les allers-retours à l'école, chez le médecin, chez le dentiste. La vie ordinaire d'une famille ordinaire, je vous dis. Pas de drame particulier, pas de grande crise. Des désaccords, bien sûr, comme tout le monde. Des nuits où on dormait chacun de son côté du lit en gardant un silence poli. Des vacances annulées pour des raisons de budget. Des anniversaires oubliés, des pardons accordés, des habitudes qui s'installent et finissent par ressembler à de l'amour même quand ce n'est plus tout à fait ça. Lucette est tombée malade en 2019. Un cancer du pancréas, diagnostiqué tard comme ça arrive souvent avec cette maladie-là, parce qu'elle donne peu de signes avant d'être déjà très avancée. Elle avait perdu du poids depuis quelques mois, elle se fatiguait plus vite, elle mangeait moins. Moi je pensais que c'était l'âge, que c'était normal à 77 ans de ne plus avoir l'appétit d'avant. J'avais tort, et je vis avec cette erreur tous les jours encore. On a eu 8 mois. 8 mois entre le diagnostic et la fin. Elle est partie en avril 2020, au plus fort du premier confinement, dans une chambre d'hôpital où je n'avais pas le droit d'entrer les derniers jours. Thierry non plus. On était dans le couloir, lui et moi, séparés d'elle par une porte et un règlement sanitaire que je comprends maintenant mais que je n'arrivais pas à accepter à ce moment-là. L'enterrement a été petit. Une vingtaine de personnes, masquées, espacées dans l'église comme si elles avaient peur les unes des autres. Ça ressemblait à rien de ce que Lucette aurait mérité. Elle méritait du monde, des fleurs partout, de la musique qu'elle aimait, les gens qui se racontent des histoires sur elle et qui rient parfois parce qu'elle était drôle quand elle voulait. Elle méritait un enterrement qui ressemble à une vie. Elle a eu une cérémonie triste dans une église à moitié vide, et moi j'ai tenu la main de Thierry pendant la messe comme si c'était lui l'enfant et moi le père, alors que c'est l'inverse depuis longtemps. Après, il y a les semaines qui suivent un deuil et dont personne ne parle vraiment. Les gens pensent que c'est l'enterrement le moment le plus dur, mais l'enterrement c'est encore structuré, il y a des choses à faire, des mains à serrer, des remerciements à dire. Ce qui est difficile, c'est le mercredi après-midi de la 3e semaine, quand il n'y a plus rien à organiser, que les condoléances ont cessé d'arriver et que la maison est silencieuse d'une façon qui n'a rien à voir avec le silence ordinaire. Le silence ordinaire, celui d'avant, il avait Lucette dedans même quand elle ne disait rien. Là, non. C'est dans ce silence-là que j'ai commencé à ranger ses affaires. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que Thierry m'avait suggéré doucement que ça m'aiderait peut-être, et parce que je n'avais plus rien d'autre à faire de mes journées. Je commençais par les choses simples. Ses vêtements, donnés à une association. Ses livres, gardés pour la plupart parce que je ne pouvais pas m'y résoudre complètement. Et puis ses papiers, ses affaires administratives, ces petites boîtes en métal qu'elle gardait dans le tiroir du bas de sa commode depuis des années.
Il y avait 3 boîtes. Une avec des photos anciennes que je connaissais, des photos de notre mariage, de Thierry bébé, de nos vacances en Bretagne dans les années 80. Une avec des courriers administratifs sans grand intérêt, des factures anciennes, des garanties d'appareils qu'on n'avait plus depuis longtemps. Et une troisième, plus petite, fermée par un ruban bleu que j'avais déjà vu sans jamais y faire attention. Je l'ai ouverte ce mardi-là, vers 2 heures de l'après-midi, assis sur le bord du lit avec la lumière grise de l'hiver qui entrait par la fenêtre. À l'intérieur, il y avait des lettres. Pas beaucoup, une dizaine peut-être, pliées avec soin et rangées dans un ordre que je ne comprenais pas au premier regard. Et une enveloppe séparée, plus grande, avec mon prénom écrit dessus de sa main. Juste Marcel, sans autre précision. Je me suis arrêté sur cette enveloppe assez longtemps avant de l'ouvrir. Je savais que c'était une lettre pour moi, une lettre qu'elle avait préparée à l'avance, probablement pendant sa maladie. Et je voulais la lire mais en même temps je n'étais pas sûr d'être prêt. Quelque chose dans la façon dont elle avait posé cette enveloppe dans la boîte, séparée des autres lettres, me disait que ce qu'elle avait écrit était important. Pas un simple mot d'adieu. Quelque chose qu'elle avait attendu longtemps pour me dire. J'ai ouvert les autres lettres d'abord. Je voulais comprendre le contexte avant de lire ce qu'elle m'avait écrit. Les lettres étaient toutes adressées à une certaine Élise Morand, à une adresse à Lyon. L'écriture était ancienne, les papiers jaunis. La première était datée de 1973. La dernière de 1989. Et l'écriture, je l'ai reconnue immédiatement. Même si les lettres n'étaient pas signées, c'était l'écriture de Lucette. Sa façon d'arrondir les mots, sa façon d'allonger les ET. C'était elle. J'ai lu. J'ai tout lu dans l'ordre, en prenant le temps de comprendre, parce que les lettres parlaient de choses que je n'aurais jamais imaginé trouver là. Elles parlaient d'une vie parallèle à la nôtre, d'une amitié profonde et ancienne que Lucette n'avait jamais mentionnée, d'une femme qu'elle appelait dans ma seule vraie complice et avec qui elle partageait par courrier des pensées qu'elle ne partageait avec personne d'autre, surtout pas avec moi. Des pensées sur sa vie, sur notre mariage, sur ses peurs, sur ses regrets, sur des choses qu'elle avait abandonnées pour construire ce qu'on avait construit ensemble. Elle avait voulu faire des études. Je le savais vaguement, elle m'en avait parlé 1 ou 2 fois au début de notre relation, mais j'avais compris que c'était une idée passagère, que ça ne lui avait pas manqué vraiment. Dans ses lettres, j'ai compris que si. Que pendant des années, elle avait porté cette chose-là dans un coin d'elle-même, ce désir d'avoir étudié la biologie comme elle en rêvait à 18 ans, et qu'elle ne m'en parlait plus non pas parce que c'était passé, mais parce qu'elle avait décidé très tôt qu'il n'était pas utile de m'en charger. Elle avait eu des doutes sur l'adoption. Pas sur Thierry, jamais sur Thierry, elle l'aimait absolument et ça se voit dans ses lettres autant que dans sa vie. Mais des doutes sur sa propre capacité à être mère, sur sa peur de reproduire des choses que sa propre mère lui avait transmises sans le vouloir, des manières d'être froide dans certains moments, de ne pas savoir comment toucher les gens physiquement, de maintenir cette distance qu'elle n'arrivait pas toujours à effacer même avec ceux qu'elle aimait. Elle en parlait à Élise avec une franchise que je n'avais jamais entendue dans sa voix à moi. Et il y avait des doutes sur nous. Des périodes où elle s'était demandé si on était vraiment fait pour être ensemble, si on ne s'était pas simplement installé l'un dans l'autre parce que c'était pratique, parce qu'on était là au bon moment, parce que la vie pousse les gens à construire quelque chose même quand ils ne sont pas tout à fait sûrs. Ce n'était pas de la trahison, je veux être clair là-dessus. Ce n'était pas une remise en cause totale de ce qu'on avait vécu. C'était une honnêteté sur des doutes que tout le monde a, je crois, dans un mariage long, mais que la plupart des gens gardent pour eux ou règlent en silence. Elle les avait mis dans des lettres adressées à une amie que je ne connaissais pas. Après les lettres, j'ai ouvert l'enveloppe avec mon prénom. Elle avait commencé à l'écrire, je crois, au printemps 2019, peu après le diagnostic, et elle l'avait corrigé plusieurs fois, parce que certains passages semblaient repris sur d'autres, certaines phrases raturées et réécrites à côté. Elle m'expliquait les lettres, l'existence d'Élise, cette amitié épistolaire qu'elles avaient entretenue pendant 16 ans et qui avait cessé en 1989 parce qu'Élise était morte d'une leucémie à 42 ans. Elle me disait qu'elle n'en avait jamais parlé parce qu'elle ne savait pas comment, parce que c'était quelque chose qui lui appartenait entièrement, quelque chose qu'elle n'avait pas su partager et qu'après la mort d'Élise elle avait décidé de garder dans la boîte, littéralement et dans tous les sens du terme. Elle me demandait pardon pour ça. Non pas pour avoir eu cette amitié, mais pour ne pas me l'avoir dite. Elle écrivait, je me souviens presque mot pour mot de ce passage, qu'elle avait toujours pensé que les gens gardent en eux des choses qui n'appartiennent qu'à eux, et qu'elle n'avait pas compris jusqu'à sa maladie que cette façon de penser, si elle protège quelque chose, elle prive aussi l'autre de vous connaître vraiment.
Elle écrivait « Je crois que tu m'as aimé toute ta vie, Marcel, mais pas tout à fait moi. » Une version de moi que je laissais voir parce qu'elle était plus simple. Cette phrase m'est restée. Elle est restée dans un endroit qui fait mal mais qui n'est pas tout à fait de la douleur, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y avait une reconnaissance dans cette phrase, une façon qu'elle avait de dire que l'amour était réel, que notre vie était réelle, mais que l'intimité complète, celle où on se montre dans ses coins les plus sombres et les plus complexes, on ne l'avait pas vraiment atteinte. Est-ce que j'étais en colère? Oui, un peu. Pas contre elle, pas vraiment, mais contre le temps. Contre les 52 ans pendant lesquels on aurait pu parler différemment, pendant lesquels j'aurais pu poser d'autres questions ou elle aurait pu trouver d'autres mots. Contre cette façon qu'on a tous d'attendre que ce soit trop tard pour être tout à fait vrai. Et j'étais en colère contre moi aussi, parce que je me suis demandé si elle ne s'était pas tue en partie parce que je n'avais pas su créer l'espace pour qu'elle parle. Si j'avais posé les mauvaises questions, ou pas assez, ou si j'avais répondu d'une façon qui l'avait découragée une fois et qu'elle avait retenue comme une règle définitive. J'ai appelé Thierry ce soir-là. Je ne lui ai pas tout raconté, pas les lettres dans le détail, mais je lui ai dit que j'avais trouvé des choses sur sa mère que je ne savais pas, et que ça m'avait fait réfléchir. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Il a dit qu'il comprenait, et on a parlé de choses ordinaires ensuite, de ses enfants, de leur école, du temps qu'il faisait à Lyon. C'est bien aussi parfois les choses ordinaires. Elles tiennent debout quand le reste vacille. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai relu la lettre de Lucette plusieurs fois. Et progressivement, la colère s'est transformée en quelque chose de différent. En quelque chose qui ressemble à de la gratitude, même si ce mot semble bizarre dans ce contexte. Elle m'avait laissé ce qu'elle n'avait pas réussi à me dire de son vivant. Elle avait fait cet effort, dans ces derniers mois, de m'écrire la vérité d'une façon qu'elle n'avait pas su trouver avant. Ce n'est pas rien. C'est même beaucoup pour quelqu'un comme elle. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris en 52 ans de mariage, une chose simple et difficile à la fois, aimer quelqu'un ne suffit pas à le connaître. On peut vivre dans la même maison, manger à la même table, dormir dans le même lit pendant toute une vie, et passer à côté de tout ce que l'autre porte en lui en silence, parce qu'on ne pose pas les bonnes questions, ou parce que l'autre n'a pas appris à répondre, ou parce qu'on s'est tous les deux installés dans une version confortable de l'autre qui nous évitait de devoir aller plus loin. Je pense à Lucette différemment maintenant. Non pas comme à quelqu'un qui m'a menti, parce que ce n'est pas vraiment ça. Elle ne m'a pas menti sur l'essentiel. Elle m'a aimé, j'en suis sûr. Elle a été là, complètement, pour Thierry et pour moi pendant toutes ces décennies. Mais elle avait une intériorité que je ne connaissais pas, un espace en elle qui était à elle seule, et je ne suis plus certain que ça soit une faute. Je crois que c'est humain. Je crois qu'on est tous comme ça, dans une certaine mesure. On montre ce qu'on peut montrer au moment où on peut le montrer, et le reste on le garde parce qu'on n'a pas trouvé comment faire autrement. Ce que je regrette, moi, et ce sera mon seul regret je crois, c'est qu'on n'ait pas trouvé ensemble, avant la fin, une façon d'aller dans ces endroits-là. Pas pour tout se dire, parce que je ne pense pas que tout se dire soit nécessaire ou même souhaitable dans un mariage. Mais pour que Lucette sache qu'il y avait de la place pour elle entière, pas seulement pour la version d'elle qu'elle pensait devoir montrer. Pour qu'elle sache que j'aurais pu tenir ce qu'elle portait. Je l'aurais pu. Je ne suis plus le même homme timide du bal de 1969 qui n'osait pas lui parler, je suis quelqu'un qu'elle a construit pendant 52 ans, et j'aurais pu. Mais voilà, on ne refait pas les choses. On les comprend après, souvent trop tard, et on fait ce qu'on peut avec cette compréhension tardive. Moi, ce que j'en fais, c'est que je la connais mieux maintenant. Que je l'aime différemment depuis ses lettres, d'un amour qui a intégré ses doutes et ses silences et ses coins secrets. Et que quand je pense à elle, ce n'est plus seulement la femme en bleu ciel du bal de Clermont, ce n'est plus seulement la mère de Thierry ou la femme qui faisait le café le matin. C'est aussi quelqu'un qui avait des rêves qu'elle n'a pas vécus, une amie qu'elle a perdue et dont elle n'a jamais parlé, et une honnêteté finale qu'elle m'a offerte dans une enveloppe fermée au fond d'un tiroir. C'est elle, ça aussi. C'est peut-être même la partie la plus vraie d'elle. Si vous avez quelqu'un à côté de vous ce soir, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et que vous pensez connaître complètement, posez-lui une question que vous n'avez jamais posée. Pas une grande question dramatique. Juste une question sur quelque chose qui ne vous a jamais semblé important. Ce qu'il ou elle a abandonné. Ce qu'il ou elle a gardé pour lui. Ce qu'il ou elle aurait voulu vous dire et n'a jamais trouvé le moment. Il reste peut-être moins de temps que vous croyez pour entendre la réponse.
Et vous méritez de connaître vraiment la personne que vous aimez, pas seulement la version d'elle qu'elle a trouvé comment montrer.